Je m'appelle Matteo Del Val, et voici Realidad Prohibida. Si vous décidez de continuer à écouter, je vous préviens. Cette histoire n'est pas une fiction. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas un jeu. C'est la vie réelle, nue, cruelle, sans filtre. Si vous êtes sensible, vous préférerez peut-être arrêter d'écouter dès maintenant. Si vous décidez de rester, restez jusqu'à la fin. J'ai besoin de témoins. J'ai besoin que quelqu'un d'autre connaisse la vérité. Parce que la vérité, même si on interdit de la raconter, continue d'exister. Nous sommes dans un quartier quelconque d'Amérique latine. Une maison bleue usée par le temps. La peinture s'écaille, les tuiles sont cassées. Le jardin est une mer d'herbes sèches. La grille grince en s'ouvrant. Il n'y a pas de chien, il n'y a pas d'alarme. Il n'y a que le silence. Un silence qui cache quelque chose de pire que la peur. Quelque chose de pire que la mort. Un secret qui a grandi dans l'obscurité. À l'intérieur de la maison, 2 hommes sont assis à table. Ils se connaissent depuis leur enfance. Ils ont partagé des rires, des disputes, des rêves, des pertes. Ils ont été plus que des amis, presque des frères. C'est ce qu'ils croyaient, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet instant précis où le monde vole en éclats. Le premier s'appelle José. Il a 47 ans, les mains calleuses, le regard fatigué. Il porte une chemise à carreaux, tachée de sueur. Le second est Federico. Il a 45 ans, les cheveux gris, la barbe mal rasée. Il porte un t-shirt blanc décoloré. Entre eux deux, une bouteille d'eau. Ils n'ont pas touché à l'alcool. Ils n'ont pas fumé. Ils attendent simplement que quelqu'un parle, que quelqu'un brise le charme. José se dirige vers un petit coffre-fort, caché derrière un tableau. Le tableau est un portrait de la Vierge de Guadalupe. La Vierge regarde, indifférente, tandis que José tourne la clé. Le coffre s'ouvre avec un clic sec. À l'intérieur, une enveloppe en papier craft. José le sort. L'enveloppe est lourde, comme si elle était en plomb. Il la pose sur la table. Federico la regarde. Il ne dit rien. Ses yeux sont 2 puits noirs, sans fond. José ouvre l'enveloppe. Il en sort une photographie. C'est une vieille photo, jaunie, aux bords usés. Sur la photo, une jeune femme souriante, vêtue d'une robe simple. À ses côtés, un enfant. L'enfant est Federico. La femme, Adela. Celle que José a toujours appelée mère. Celle que Federico n'a jamais su être sa vraie mère. José respire profondément. L'air reste coincé dans sa gorge. Federico ne détourne pas le regard de la photo. Silence. Le ventilateur tourne au plafond. Le bourdonnement est le seul bruit dans la pièce. José sort une lettre de l'enveloppe. La lettre est écrite d'une main tremblante. L'encre est décolorée. Les mots sont éternels. José lit à voix basse, comme s'il avait peur que le monde l'entende. La lettre est d'Adela. Elle date d'il y a 30 ans. Adela a écrit la vérité. La vérité que personne n'a jamais voulu entendre. La vérité que personne n'a voulu voir. La lettre raconte comment Adela, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, est tombée enceinte. Elle raconte comment sa famille l'a cachée. Elle raconte comment Federico a été confié à une tante, à qui on a dit que sa mère était morte et qu'Adela était sa cousine. Elle raconte comment José est né plus tard, comment Adela n'a jamais pu être libre, n'a jamais pu être heureuse, n'a jamais pu être elle-même. Lorsque José a fini de lire, la pièce est un champ de bataille. Un champ de bataille de silence, de regards, de questions sans réponse. Federico prend la lettre. Ses doigts tremblent. Il lit les mots d'Adela. Il lit la confession. Il lit la vérité qui le détruit. Lorsqu'il a fini, il lève la tête. Il regarde José. Les yeux de Federico sont remplis de questions, de douleur, de rage, de peur.
José le regarde aussi. Il ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas par où commencer. Il ne sait pas comment continuer. Il sait seulement que rien ne sera plus pareil. Rien. Jamais. Dehors, une voiture passe à toute vitesse. Le bruit du moteur rompt le silence. À l'intérieur, le ventilateur continue de tourner. La sueur coule dans le dos de José. Federico serre la lettre jusqu'à la froisser légèrement. Le papier craque. Le son est sec, froid, définitif. José se lève. Il se dirige vers la cuisine. Il revient avec 2 verres d'eau. L'eau est tiède. Il n'y a pas de glaçons. Il n'y a pas de soda. Seulement de l'eau, transparente, insipide, comme la vérité. Ils boivent en silence. L'eau n'a aucun goût. Ou tous les goûts. Difficile à dire. Le temps s'arrête. La réalité s'estompe. Pendant un instant, il n'y a plus que 2. La maison, la lettre, le secret. José retourne à table. Il sort une autre photo de l'enveloppe. Sur cette photo, Adela est à la porte de la maison, avec José, enfant, dans les bras. Federico n'apparaît pas. Federico avait déjà été envoyé loin. Federico ne savait pas que c'était sa famille. Il ne savait pas que cette femme était sa mère. Il ne savait pas que cet enfant était son frère. José respire à nouveau. L'air est épais. La chaleur, insupportable. La lumière entre par la fenêtre, crue, inhumaine. José regarde Federico. Il commence à parler. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas rapide. Mais il le fait. Il raconte comment il a trouvé la lettre. Il raconte comment il a appris la vérité. Il raconte comment son monde s'est effondré. Il raconte comment ce jour, ce moment, ce cauchemar sont arrivés. Federico écoute. Il n'interrompt pas. Il ne pleure pas. Il ne crie pas. Il écoute simplement. Ses yeux sont le reflet de la douleur. Il reflète tout ce qui n'a jamais pu être. Lorsque José a terminé, le silence revient. Un silence qui pèse des tonnes. Un silence qui étouffe. Un silence qui tue. Je m'appelle Matteo Del Valle, et ce n'est que le début. L'histoire ne s'arrête pas là. Elle ne peut pas s'arrêter là. Car après le secret vient la tempête. Après le silence vient le cri. Après la douleur vient la chute. Si vous décidez de continuer, restez, écoutez, regardez, ressentez. Car ceci est la réalité interdite. Et la vérité, même si elle fait mal, a besoin de témoins. La maison bleue reste la même. La chaleur ne s'en va pas. Le silence non plus. José et Federico ne sortent pas. Ils ne mangent pas. Ils ne dorment pas. Ils attendent seulement. Ils ne savent pas pourquoi. Ils savent que la vie n'a pas de marche arrière. Ils savent que le secret est trop grand, trop sombre, trop réel. 3 jours plus tard, la porte de la maison grince à nouveau. C'est un bruit différent. Ce n'est pas le vent. Ce n'est pas un voisin curieux. C'est quelqu'un qui ne devrait pas être là. Quelqu'un qui, sans le savoir, devient le premier témoin de la vérité. Il s'appelle Marcos. Marcos n'est pas un héros. Il n'est pas un sauveur. Il n'a rien de spécial. C'est un homme comme les autres. Un homme vêtu d'un costume bon marché et d'une cravate mal nouée. Un homme qui passait simplement par là. Ou peut-être pas. Peut-être que le destin, ce maçon macabre, l'a placé là, devant la porte de cette maison, à ce moment précis. Marcos sonne. Personne ne répond. Il sonne à nouveau. On entend un murmure, un pas lent, une porte qui s'ouvre. C'est José. José regarde Marcos. Il ne le connaît pas, il ne sait pas ce qu'il veut, mais il ne dit rien. Il se contente de regarder. Marcos s'explique. Il dit qu'il cherche un voisin, qu'il s'est trompé de maison, que la rue l'a désorienté. Mais il voit les yeux de José, il voit la douleur, il voit la vérité. Il ne peut s'en empêcher. Il s'arrête. Il ne part pas. Il ne peut pas partir.
José l'invite à entrer. Il ne sait pas pourquoi. Il n'y a aucune raison. Seulement son intuition. Seulement son désespoir. Marcos entre. La maison sent l'oubli, la peine, le silence. Il y a 2 verres d'eau sur la table. La photo d'Adela. La lettre. Le secret, là, exposé, attendant. Federico est dans la cuisine. Il ne s'approche pas. Il ne dit pas bonjour. Il regarde seulement. Marcos sent l'ambiance. Il sait que quelque chose ne va pas, très mal. Mais il ne pose pas de questions. Il n'offre pas son aide. Il ne promet rien. Il s'assoit simplement. Il attend simplement. José s'assoit en face de lui. La lumière de l'après-midi pénètre par la fenêtre, dorée, faussement chaleureuse. José respire profondément. L'air lui reste coincé dans la gorge. Les mots aussi. Mais il parle. Il parle parce qu'il ne peut plus se taire. Il parle parce que, même s'il est un étranger, Marcos est le seul à être là. Le seul qui le regarde. Le seul qui, peut-être, peut comprendre. José raconte l'histoire. Pas toute. Pas la pire partie. Juste le début. La lettre. La photo. Le secret. La vérité. Marcos écoute. Il n'interrompt pas Stacampa. Il ne juge pas. Il ne s'enfuit pas. Il écoute simplement. Ses yeux ne quittent pas ceux de José. Ses mains ne tremblent pas. Son visage est serein. Ou peut-être est-ce juste de la fatigue. Quand José a fini, le silence revient. Mais il est différent. Il est moins dense, moins solitaire. Parce que maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui sait. Quelqu'un d'autre qui comprend. Quelqu'un d'autre qui porte, même un peu, le poids de la vérité. Marcos n'offre pas de solution. Il ne donne pas de conseils. Il ne dit pas « tout ira bien ». Il sait que ce n'est pas vrai. Il sait que parfois, rien ne va bien. Il sait que parfois, il ne reste plus qu'à écouter. Et c'est ce qu'il fait. Ni plus, ni moins. José le remercie d'un regard. C'est un petit geste, presque invisible. Mais il est réel. Marcos le remarque. Il ne dit rien. Ce n'est pas nécessaire. L'après-midi laisse place à la nuit. Marcos se lève. Il prend congé. La porte se ferme. Le bruit est doux, presque un soupir. José et Federico se retrouvent à nouveau seuls. Mais quelque chose a changé. Ils n'ont pas été jugés. Ils n'ont pas été rejetés. Ils n'ont pas été oubliés. Quelqu'un les a écoutés. Quelqu'un savait. Le ventilateur continue de tourner. La maison reste silencieuse. Le secret est toujours là. Mais il n'est plus seulement le leur. Maintenant, il est aussi celui de Marcos. Ou peut-être pas. Peut-être que Marcos, comme le monde, l'a déjà oublié. Ou peut-être pas. Peut-être que Marcos, comme eux, ne pourra jamais oublier. La nuit est longue. La vie aussi. José et Federico ne savent pas ce qu'ils feront demain. Ils ne savent pas comment continuer. Mais ils savent qu'aujourd'hui, pendant un instant, ils n'étaient pas seuls. Parfois, cela suffit. Pendant un instant. La nuit tombe comme une pierre tombale sur la Maison Bleue. Marcos est parti. Le fragile espoir qu'il avait apporté s'est dissous dans l'air épais et chaud. José et Federico sont à nouveau seuls. Mais maintenant, le silence est différent. Ce n'est plus un vide. C'est un monstre qui respire avec eux, qui les observe depuis l'ombre du couloir. Federico se lève. Il arpente la pièce comme un animal en cage. Il touche les meubles, le vieux bois, la poussière accumulée. Il s'arrête devant un miroir brisé dans un coin. Son reflet le regarde. Un étranger avec son propre visage. Un homme qui ne sait plus qui il est. « Je me souviens de quelque chose », dit Federico. Sa voix est un murmure rauque, comme s'il ne l'avait pas utilisé depuis des années. José lève les yeux. Il n'a pas bougé de sa chaise. Je me souviens de son odeur. La sienne, celle d'Adela.
Federico ferme les yeux. Elle était douce, comme les fleurs et la terre humide. Une pause. Mais ses yeux étaient toujours tristes. José acquiesce. Lui aussi s'en souvient. La tristesse perpétuelle dans le regard de sa mère. Une tristesse qu'il ne comprenait pas quand il était enfant. Maintenant, oui. Maintenant, cette tristesse a un nom. Elle a une forme. Elle a le poids d'une vie volée. Une fois, poursuit Federico, elle m'a offert un petit couteau en bois. Il touche instinctivement la poche de son pantalon. Je l'ai gardé pendant des années. C'était mon trésor. Il ouvre les yeux. Son regard se perd dans un point invisible du mur. Il m'a dit « Pour te défendre contre les monstres ». La phrase reste suspendue dans l'air. Je n'ai jamais compris à quel monstre il faisait référence. Jusqu'à présent. José se lève. Le mouvement est lent, lourd. Il se dirige à nouveau vers le coffre-fort. Le coffre qui est un panthéon de secrets. Federico le suit du regard. Son cœur bat fort dans sa poitrine. Il sait qu'il y a plus. Il y a toujours plus. L'enfer n'a pas de fond. José sort une autre enveloppe. Celle-ci est plus petite, de couleur bleu pâle. Elle est scellée à la cire. « Ça aussi, c'est à elle », dit José. Sa voix n'est qu'un murmure. Je n'ai pas eu le courage de la lire avant. Pas tout seul. Il pose l'enveloppe sur la table. La cire rouge est une goutte de sang séchée. Federico s'approche. Ses mains tremblent. Il prend l'enveloppe. Le papier est fragile. Il l'ouvre avec un soin presque religieux. À l'intérieur, il y a une seule feuille pliée. Et une petite médaille en argent oxydée. Un Saint Benoît. Protecteur contre le mal. Une cruelle plaisanterie du destin. L'écriture de cette lettre est différente. Plus petite. Plus serrée. Comme si chaque mot était un cri étouffé. Federico lit. José ne quitte pas son visage des yeux. Il voit la couleur disparaître de ses joues. Il voit ses lèvres blanchir. Il voit ses yeux s'écarquiller, exorbités par l'horreur. La lettre ne parle pas d'amour. Elle ne parle pas de pardon. Elle parle du Père. Du Père de tous les deux. De l'homme qui n'a jamais eu de nom. De l'homme qui était une ombre. Adela le nomme. Pour la première et dernière fois. Ce nom n'est pas celui d'un inconnu. Ce n'est pas celui d'un voisin. Ce n'est pas celui d'un amant marié. Ce nom est celui de son propre père, le grand-père de José et Federico. L'homme qui les a élevés comme ses petits-enfants. L'homme qui leur donnait discrètement de l'argent pour acheter des bonbons. L'homme qui est mort il y a 10 ans, salué comme un pilier de la communauté. Federico laisse tomber la lettre. Le papier flotte lentement jusqu'au sol. Il ne peut plus respirer. L'air n'atteint pas ses poumons. Il sent un froid glacial lui parcourir le dos. Un goût métallique, de sang, dans la bouche. Il s'appuie sur la table pour ne pas tomber. Ses jambes ne répondent plus. Le monde est devenu liquide, instable. Le bourdonnement du ventilateur est comme un marteau qui lui martèle le cerveau. « Non », murmure-t-il. Le mot se brise. Ce n'est pas possible. Il regarde José. Il cherche un démenti. Un mensonge. N'importe quoi. Mais José ne ment pas. Ses yeux en sont la confirmation. Un abîme de douleur partagée. José ramasse la lettre. Il la plie avec soin, comme s'il rangeait les restes d'un enterrement. « Elle avait 14 ans, dit José. La phrase est un coup de marteau. 14. L'image d'Adela enfant, effrayée, dans sa propre maison. Seule, piégée, sans issue. Federico porte ses mains à sa tête. La douleur est physique, une pression insupportable dans son crâne. Il se souvient de son grand-père. Il se souvient de sa voix grave, de ses grandes mains, de son sourire faux. Il se souvient des dimanches chez lui.
Il se souvient qu'Adela ne le regardait jamais dans les yeux, qu'elle trouvait toujours une excuse pour ne pas être près de lui, les pièces d'un puzzle monstrueux qui s'assemblent désormais. Chaque souvenir est un coup de poignard. Alors, balbutie Federico. La logique est implacable, une machine à torturer. Il est mon père et mon grand-père. La phrase est un blasphème, une aberration contre la nature, contre Dieu, contre tout ce qui existe. José acquiesce. Lentement, des larmes coulent sur ses joues, silencieuses, amères. Et le mien aussi, ajoute-t-il. L'horreur n'est plus un secret. C'est eux. C'est dans leur sang, dans leur ADN, dans chaque cellule de leur corps. Ils sont le produit d'un crime, la preuve vivante d'une monstruosité. Federico regarde José, son ami, son seul soutien, son complice. Et maintenant, son frère. Son frère dans le malheur le plus absolu qu'un être humain puisse concevoir. Ils ne sont pas seulement frères. Ils sont les enfants de la même horreur. Les enfants de la même victime et du même bourreau. Un verre tombe par terre. Il se brise en 1000 morceaux. Le bruit aigu rompt la transe. Mais personne ne bouge. Les morceaux de verre brisés sur le sol sont le reflet de ce qu'ils sont. Les fragments d'une vie qui n'existe plus. Dehors, la vie continue. Un voisin met de la musique. Un enfant rit. Les sons d'un monde qui ne leur appartient plus. Ils sont ailleurs. Un endroit sans lumière, sans air, sans espoir. Un enfer privé construit avec les briques du mensonge et du sang. Federico s'effondre sur sa chaise. Son corps ne lui obéit plus. Il ferme les yeux. Mais l'image ne disparaît pas. Le visage souriant de son grand-père. Le visage d'Adela qui pleure en silence. Son propre visage dans le miroir, défiguré par la vérité. Le secret n'est plus un mot. C'est un poison qui coule dans ses veines et qui les tue, lentement, de l'intérieur. Adela n'a jamais eu d'enfance, elle n'a jamais eu de liberté, elle n'a jamais eu de voix. C'était une enfant dans un corps de femme, avec un ventre qui grossissait en silence, avec des regards qui la jugeaient sans mots, avec des mains qui la poussaient à se cacher. C'était le sacrifice invisible d'une famille qui préférait le silence au scandale. La maison familiale était grande, froide, pleine de portes fermées. Les murs gardèrent des secrets comme des tombes. Les conversations étaient des chuchotements derrière les rideaux. Les rires étaient fins. Les larmes, authentiques. La nuit où Adela a donné naissance à Federico, la famille a fait la fête. Mais ce n'était pas une célébration de la vie. C'était une cérémonie de mort. Une mort de la vérité. Une mort de l'innocence. L'enfant a été confié à tante Carmen, la sœur aînée. On lui a dit que sa mère était morte en couche. On lui a dit qu'Adela était sa cousine, la fille de Carmen. Le mensonge était parfait. La douleur, éternelle. Adela n'a pas pleuré. Elle n'a pas protesté. Elle n'avait pas le choix. On l'a convaincue que c'était la meilleure solution. Pour elle, pour l'enfant, pour la famille, pour l'honneur. L'honneur qui pesait plus lourd qu'une vie. L'honneur qui justifiait tout. Mais Adela n'a jamais cessé de regarder Federico. Lors des réunions de famille, des messes, des anniversaires. Toujours de loin. Toujours les yeux humides. Toujours les mains tremblantes. Federico sentait son regard. Il ne comprenait pas pourquoi. Maintenant, oui. Après Federico, José est né. Le destin a été encore plus cruel. José n'a été confié à personne. Il est resté avec Adela. Officiellement, sa mère. En réalité, sa sœur. Personne ne le savait. Personne ne voulait le savoir. Le mensonge est devenu une routine. Le mensonge est devenu la loi.
L'enfance de José a été celle d'un enfant aimé, mais isolé. Adela s'occupait de lui avec tendresse, mais avec distance. Elle ne le prenait pas dans ses bras en public. Elle ne l'embrassait pas sur le front. Elle ne lui racontait pas d'histoire. La culpabilité la paralysait. La peur aussi. José a grandi en voyant Adela pleurer en silence. Il la voyait regarder de vieilles photos. Il la voyait jouer une boîte à musique, une seule mélodie, encore et encore. Il n'a jamais compris pourquoi sa mère était si triste. Maintenant, il comprend. Federico a grandi dans une maison différente, avec une mère qui n'était pas sa mère, avec une famille qui n'était pas sa famille, avec un vide qu'il n'a jamais pu combler. Il est devenu fort. Il est devenu dur. Il est devenu un homme. Mais il manquait toujours quelque chose. Quelque chose qu'il n'a jamais pu nommer. Jusqu'à aujourd'hui. Les familles se rendaient de visite lors des fêtes. José et Federico jouaient ensemble. Ils sont devenus amis. Ils partageaient leurs secrets, leurs rêves, leurs disputes. Ils n'auraient jamais imaginé qu'ils étaient un frère. Ils n'auraient jamais imaginé que ce secret les unissait plus que l'amitié. Ils n'auraient jamais imaginé que le gouffre était si proche. Le grand-père rendait visite aux deux garçons. Ainsi, il leur donnait des pièces. Il leur racontait des histoires. Il était fier de ses petits-fils. Personne ne se doutait de rien. Personne ne voulait se douter de quoi que ce soit. Le mensonge était confortable. La vérité, insupportable. Adela n'a jamais cessé d'écrire des lettres. Des lettres qu'elle n'a jamais envoyées. Des lettres qu'elle a conservées dans le coffre-fort, avec les photos, avec les souvenirs, avec la douleur. Des lettres dans lesquelles elle disait la vérité. Des lettres dans lesquelles elle demandait pardon. Des lettres dans lesquelles elle maudissait le silence familial. Un jour, Adela est tombée malade. La maladie a été rapide, cruelle. Il n'y eut pas le temps pour les adieux. Il n'y eut pas le temps pour les confessions. Il n'y eut pas le temps pour quoi que ce soit. Seulement la douleur, seulement le silence, seulement la certitude que le secret mourrait avec elle. José trouva le coffre-fort des années plus tard. Par hasard, par destin, par fatalité. Il ouvrit le coffre. Il trouva les lettres. Il trouva la vérité. Il trouva l'enfer. Federico a appris la vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette maison bleue délabrée. Aujourd'hui, devant la photo d'Adela. Aujourd'hui, devant la lettre scellée à la cire rouge. Aujourd'hui, devant son frère. Devant son père. Devant sa propre ombre. Le silence après la confession est éternel. Le ventilateur continue de tourner. La lumière s'éteint peu à peu. La nuit les engloutit. Aucun des deux ne peut parler. Aucun ne peut pleurer. Aucun ne peut s'enfuir. Ils sont prisonniers de la vérité. Prisonniers du sang. Prisonniers d'un crime qu'ils n'ont pas commis, mais qui les marque à jamais. Le matin arrive avec un soleil aveuglant. José et Federico n'ont pas dormi. Le café est froid. Les mots aussi. Marcos arrive tôt. Il apporte des papiers, des formulaires, une liste de numéros de téléphone. Il n'apporte pas d'espoir, mais cela n'a pas d'importance. Il n'y a pas d'espoir ici. Il n'y a que la routine. Il n'y a que des formalités. Il n'y a que le simulacre de justice. Il décide d'aller au commissariat. Le quartier est agité. Les gens vont travailler, faire leurs courses, vivre. José, Federico et Marcos marchent en silence. Leurs pas résonnent sur le trottoir. La chaleur brûle la peau. La sueur coule dans le dos de José. Federico a les poings serrés. Marcos porte sa mallette, le poids de l'inutile. Le commissariat est un bâtiment gris, sale, oublié. La porte d'entrée ne ferme pas bien. L'air sent le café rance et la vieille sueur.
À l'intérieur, un jeune officier les accueille. Il a l'air endormi, blasé, indifférent. José explique la raison de leur visite. L'officier le regarde comme s'il lui parlait dans une autre langue. « Ce n'est pas un délit, monsieur, » dit-il. Cette phrase est une gifle. José insiste. Il montre la lettre. L'officier la regarde, mais ne la lit pas. Il la rend. Ce n'est qu'un bout de papier, juste un souvenir, juste une vie brisée. Marcos intervient. Il parle d'une voix claire, en utilisant des termes juridiques, avec force. Peu importe. L'officier appelle un supérieur. Un homme âgé arrive. Il a les yeux fatigués, de grandes mains, une voix rauque. Il écoute le récit de José. Son expression ne change pas. Rien ne change. « C'est une affaire de famille », dit-il. La police n'a rien à voir avec ça. Cette phrase est un mur haut, épais, sans porte. Marcos demande conseil. Où peuvent-ils aller? Que peuvent-ils faire? Le supérieur hoche la tête. Il cherche un dossier. Il cherche un formulaire. Il cherche un moyen de se débarrasser du problème. Allez au bureau des affaires familiales, dit-il. Remplissez le formulaire 2B. Attendez. C'est une phrase vide de sens, une formule répétée des milliers de fois. Un mensonge officiel. Dehors, le soleil continue de brûler. La ville suit son rythme. Personne ne sait. Personne ne veut savoir. La vérité est invisible. La tragédie n'est qu'un bruit de fond. Ils arrivent au bureau des affaires familiales. Le bâtiment est neuf, propre, froid. À l'intérieur, la salle d'attente est pleine de monde. Des mères avec leurs enfants, des personnes âgées avec des papiers, des familles brisées. Chacun vit son propre enfer. Tous attendent une réponse qui ne vient jamais. Un fonctionnaire les reçoit. Il a la cravate de travers, la voix grave, le regard perdu. José raconte l'histoire. Il montre les papiers, les photos, la lettre. Le fonctionnaire écoute. Il reste impassible. Il n'est pas ému. Il n'est pas horrifié. Pour lui, ce n'est qu'un cas de plus. Un cas étrange, certes, mais seulement un cas. Un dossier de plus à ajouter à la pile. Sans documents officiels, je ne peux pas vous aider, dit-il. Sa voix est ferme, impersonnelle, distante. Il n'y a pas d'acte de naissance. Il n'y a pas de certificat. Il n'y a pas de preuve. Cette phrase est un coup de massue. José insiste. Federico regarde le sol. Marcos tente de discuter. Rien ne change. Le fonctionnaire secoue la tête. Le système n'est pas fait pour ça, dit-il. Remplissez le formulaire 4C. Attendez la réponse. La promesse est fausse. L'avenir, inexistant. José se lève. Ses jambes fléchissent. Federico le soutient. Marcos ramasse les papiers. Le fonctionnaire retourne dans son bureau. La porte se ferme. Le son est définitif. L'espoir aussi. Dans la rue, Marcos s'excuse. José le regarde. Pas de reproche. Pas de colère. Juste de la fatigue. Le système a échoué. Pas par malveillance, par indifférence, par routine. Par refus de voir, de savoir, de ressentir. La maison bleue délabrée les attend. Le ventilateur continue de tourner. La lettre est toujours là, rangée, en attente. La vérité est toujours vivante. La douleur aussi. La maison bleue sent le désespoir. L'air est dense, gris, sans oxygène. José s'assoit dans le fauteuil le plus vieux. Ce fauteuil où Adela se balançait en silence, regardant la fenêtre, n'attendant rien. Federico est debout, près de la porte, comme s'il attendait que quelqu'un sonne, comme s'il attendait que la vie ait une explication. Marcos est parti. L'avocat n'a plus de réponse. Le système n'a pas de réponse. Personne n'en a. José pense à Adela, à ses yeux clairs, à ses mains tremblantes, à sa voix douce.
à ses cris étouffés, à son silence, à sa mort. Adela a été victime 2 fois. D'abord par un enfant, un homme, un monstre, puis par sa famille, la société, le silence. José se souvient d'elle toussant dans son lit, les poumons remplis d'ombre. Il se souvient d'elle murmurant une berceuse, une chanson qu'elle ne lui a jamais chantée. Il se souvient d'elle implorant son pardon dans une lettre qu'il n'a jamais lue. Federico pense à la mère qu'il n'a jamais eue, à la mère qu'il a eue mais qu'il n'a pas connue, à la petite fille qui était sa mère, aujourd'hui devenue un fantôme, au grand-père qui n'a jamais été grand-père, au crime que personne n'a vu, à la culpabilité qui n'est pas la sienne, mais qu'il porte en lui. Il s'assoit par terre, près de la porte. Le froid du ciment remonte le long de ses jambes, lui glace le sang. Il respire profondément. L'air ne lui parvient pas. Le ventilateur continue de tourner. Le bruit est un bourdonnement infini, hypnotique, insupportable. José ferme les yeux. Le passé l'envahit. Il se souvient de l'école, des récréations, des amis. Il se souvient comment Federico, son ami, le défendait contre les brutes. Il se souvient comment ils riaient ensemble, comment ils partageaient leur pain, comment ils rêvaient de s'échapper. Maintenant, il sait pourquoi il n'a jamais pu s'échapper. Le destin les liait. Le sang les liait. Le secret les liait. Federico regarde ses mains. Des mains de travailleurs, d'hommes honnêtes, de victimes inconscientes. Il a une cicatrice à l'index, datant de l'époque où il coupait du bois, à l'âge de 12 ans et 16 ans. Il se souvient de l'odeur de la forêt, du rire de ses amis, de la vie simple. Il sait désormais que rien n'était simple, que tout n'était qu'un mensonge, que sa vie était une fiction écrite par d'autres. Il touche la cicatrice. La douleur est réelle, mais légère. L'autre douleur, celle qui ne se voit pas, brûle à l'intérieur. Le téléphone sonne. C'est la fille de José. Elle demande où est son père. José répond. Sa voix se brise. Il ne peut pas lui dire la vérité. Il ne peut pas détruire sa vie aussi. Il lui dit qu'il va bien. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Il lui dit qu'il l'aime. Il raccroche. Le monde continue de tourner. Le mensonge continue de vivre. Federico se lève. Il se dirige vers la cuisine. Il ouvre le réfrigérateur. Il n'y a rien à manger. Il n'a pas faim. Il claque la porte. Le bruit résonne dans la maison. José le regarde depuis le canapé. Ils se regardent. Il n'y a pas de mots. Il n'y en aura jamais. Le fossé entre eux est infini. Le sang les sépare et les unit. Le même sang maudit. José se lève. Il va à la salle de bain. Il se regarde dans le miroir. Son visage est celui d'un inconnu. Il a les yeux rouges, la barbe longue, la peau pâle. Il s'approche. Il respire sur le miroir. La vitre s'embue. Avec son doigt, il écrit le mot « frère ». La vapeur l'efface. La vérité est ainsi. Visible un instant. Disparue l'instant d'après. Federico entre dans la cuisine. Il allume la radio. Une vieille chanson passe. Une chanson d'amour, mélancolique. La voix du chanteur est rauque, douce, triste. Federico ne l'éteint pas. Le son emplit la maison. Pendant un instant, le silence disparaît. Pendant un instant, ils oublient. Mais l'instant passe. La chanson se termine. Le silence revient. Et avec lui, le gouffre. José sort de la salle de bain. Il se dirige vers le salon. Il s'assoit en face de Federico. Les deux face à face. Ennemis, alliés, survivants. Ils ne parlent pas. Ils ne peuvent pas. Le langage est inutile ici. Les mots sont des mensonges. Le silence, la seule vérité. Dehors, la nuit tombe à nouveau. La ville s'illumine. Les gens font la fête, souffrent, vivent.
Personne ne sait. Personne ne veut savoir. La maison bleue délabrée est une île au milieu de l'indifférence, une île où la vérité est un fléau, où la mémoire est une punition, où la vie est une condamnation. Le quartier s'éveille. Le bruit des voitures, les cris des enfants, la musique d'un voisin. Le monde continue. José et Federico n'appartiennent pas à ce monde. Ce sont des spectres, des fantômes avec de la peau, de la chair, des blessures ouvertes. Ils marchent dans la maison, se croisent dans le couloir, se regardent sans se regarder. La haine n'existe pas, la colère non plus. Il n'y a que de la fatigue. Une fatigue vieille de plusieurs siècles. José ouvre la fenêtre. L'air du matin est frais, pur, étranger. Il respire profondément. Sa poitrine lui fait mal. Ses poumons se remplissent d'un air qui ne guérit pas. Il écoute le chant d'un oiseau. C'est un son pur, innocent, indifférent. L'oiseau ne sait pas. L'oiseau ne juge pas. L'oiseau chante, tout simplement. José envie cette liberté. Federico va à la salle de bain. L'eau de la douche est froide. Il se déshabille. Il regarde son corps dans le miroir embué. Il cherche une marque, un signe, quelque chose qui le différencie. Il ne trouve rien. C'est un homme normal, avec des mains, des jambes, un cœur qui bat. À l'extérieur. À l'intérieur, c'est une ruine. L'eau frappe son dos. Les larmes se mélangent à l'eau. Personne ne le voit. Dans la cuisine, José prépare le café. L'arôme emplit la pièce. C'est un geste mécanique, routinier, humain. Le café bout. Le bruit est un murmure familier. Pendant un instant, tout est normal. Pendant un instant, il peut oublier. Mais l'instant passe. Le café est servi. La tasse est chaude. La première gorgée est amère. Très amère. Federico sort de la salle de bain. Les cheveux mouillés, une serviette sur l'épaule, les pieds venus. Il s'assoit en face de José. Aucun des deux ne parle. Le café bout entre eux. Le silence est un mur. Un mur haut, épais, impénétrable. José regarde la fenêtre. Federico, la table. Le temps s'étire. La vie s'arrête. Un souvenir apparaît. José avait 7 ans. Adela l'avait emmené au parc. C'était un dimanche. Le soleil brillait. Les enfants riaient. Adela lui tenait la main. La main de sa mère était petite, douce, fragile. José la serrait fort. Il avait peur de la perdre. Maintenant, il sait pourquoi. Il sait qu'il l'a déjà perdue. Il sait qu'il ne l'a jamais eue. La main qui le guidait était celle d'une petite fille effrayée. La main d'une victime. La main d'Adela. Federico se souvient d'un après-midi d'hiver. Tante Carmen l'a serré dans ses bras. Elle lui a dit qu'elle l'aimait. Elle lui a dit qu'il était son fils. Federico l'a cru. Maintenant, il connaît la vérité. Il sait que cette étreinte était fausse. Il sait que cet amour était un mensonge. Il sait que la maison où il a grandi était une prison de silence, de secret, de culpabilité. Le café refroidit. Le temps ne passe pas. La maison reste la même. La vérité aussi. José se lève. Il se rend dans la chambre d'Adela. La pièce est intacte. Le lit est fait. La commode est couverte de poussière. Le miroir est embué. José ouvre le tiroir du haut. Il trouve un mouchoir brodé. Le mouchoir sent le parfum bon marché, le souvenir, la nostalgie. José le sent. Il ferme les yeux. Pendant un instant, Adela est là. Pendant un instant, tout est mensonge. Pendant un instant, le monde s'arrête. Federico entre dans la chambre. Il voit José avec le mouchoir. Il ne dit rien. Il s'assoit sur le lit. Le bois craque. Le matelas est dur. L'oreiller est usé. Federico touche le drap. Il sent la lavande, le temps, l'absence. Pendant un instant, lui aussi se perd.
Pendant un instant, la douleur disparaît. Mais ce n'est qu'un instant. Le silence est lourd, dense, tangible. José range le mouchoir. Federico se lève. Ils sortent de la chambre. La porte se ferme. Le bruit est doux. Le souvenir, éternel. Dans le couloir, ils se regardent. Rien à dire. Rien à pardonner. Rien à oublier. Juste deux hommes, unis par le sang, séparés par la vérité. Juste deux victimes, condamnées à vivre avec le secret. Dehors, la vie continue. La ville respire. Les gens vivent. La maison bleue délabrée reste une forteresse. Une forteresse de douleur, de silence, de souvenirs. La vérité ne s'en va pas. La vie non plus. Le réfrigérateur ne contient rien de frais. Seulement un paquet de pain rassis, un demi-citron sec, un morceau de fromage emballé dans du plastique. José le sort. Il le pose sur la table. Federico regarde. Il n'a pas faim. Aucun d'eux n'a faim. Mais il mange. Par habitude. Par routine. Pour faire semblant que tout est comme avant. Le pain craque entre les dents. Le fromage a un goût de sel, de moisissure, de rien. Le citron ne sent plus. La nourriture ne nourrit pas. Elle ne fait que prendre de la place. Rien de plus. Dehors, un camion poubelle passe. Le moteur rugit. Le bruit rompt le silence. José regarde par la fenêtre. Il voit un enfant sauter à la corde. Il rit. Rien ne l'atteint. Rien ne lui importe. Le monde suit son cours. À l'intérieur de la maison, le temps s'est arrêté. L'air est lourd, vicié, sans vie. Federico fait la vaisselle. L'eau est froide. L'éponge est usée. Le savon ne mousse pas. Federico frotte l'assiette encore et encore. Elle n'est pas sale. Peu importe. Ce geste l'apaise. L'eau coule sur ses mains. Elle lui rappelle la pluie, la campagne, la vie d'avant. L'eau nettoie. Mais rien ne nettoie cela. Rien n'efface ce qu'il sait. José va aux toilettes. Le robinet fuit. Le bruit est constant, hypnotique, exaspérant. José le serre. Il continue de fuir. Le bruit continue, comme la vérité, immuable, imparable. Le miroir est embué. José le nettoie avec sa main. Il se regarde. Il ne se reconnaît pas. C'est un inconnu avec son visage. Dans le salon, Federico essaie de regarder la télévision. L'image clignote. Le son est faible. Une telenovela. Des gens qui souffrent, qui rient, qui pleurent, qui vivent. Federico ne comprend pas. Il s'en fiche. Il appuie sur le bouton. Il éteint la télévision. Le silence revient. Le silence est préférable. Dans le silence, il n'y a pas de mensonge. L'après-midi avance. Le soleil se cache. La maison s'assombrit. Personne n'allume la lumière. Il préfère la pénombre. Dans l'obscurité, la douleur est moins visible. Dans l'obscurité, ils peuvent faire semblant de ne pas exister. José s'assoit sur le lit. L'oreiller sent la sueur, la peur, l'insomnie. Il s'allonge. Il ferme les yeux. Il essaie de dormir. Le sommeil ne vient pas. La fatigue, oui. Une fatigue des os, de l'âme, des siècles. José rêve éveillé. Il voit Adela, enfant, effrayée, dans une pièce sombre. Il voit son grand-père entrer. Il voit la porte se fermer. Il voit l'horreur. Il ouvre les yeux. Le cauchemar est toujours là. Il n'y a pas d'échappatoire. Federico entre dans sa chambre. Le lit est froid. Les draps sont rêches. Il s'allonge. Il respire profondément. L'air sort lentement. Sa poitrine lui fait mal. Son cœur bat fort. Trop fort. Federico se couvre le visage avec l'oreiller. Il pleure en silence. Les larmes imprègnent le tissu. Personne ne l'entend. Personne ne le console. La douleur est sienne. Rien qu'à lui. La nuit est longue. Le silence, éternel. La maison garde le secret. La vérité fait mal, mais elle ne disparaît pas.
José et Federico survivent. Ils ne vivent pas. Ils survivent, jour après jour. Un instant après l'autre. Jusqu'à ce que le temps les efface. Jusqu'à ce que le secret meure avec eux. L'aube arrive avec une lumière froide, grise, impersonnelle. José se réveille avant le lever du jour. Son corps est lourd, mais il se lève. Il se regarde dans le miroir de la salle de bain. Il ne se rase pas. Il n'en a pas envie. L'eau lui éclabousse le visage. Le froid le réveille, mais ne le guérit pas. Il s'habille avec des vêtements propres, mais vieux. Des chaussures usées. Une chemise décolorée. Un pantalon sans plis. Rien n'a d'importance. Rien n'a de valeur. Federico se lève aussi. Ils ne se sont pas parlé depuis la veille au soir. Ce n'est pas nécessaire. Ils se saluent d'un regard. Un geste minime, presque imperceptible. Ils mangent du pain dur et du fromage vieux. Ils boivent du café noir, amer, sans sucre. Le petit déjeuner est un rituel vide, un rituel sans sens, un rituel pour faire semblant que la vie continue. José décide de quitter la maison. Il boutonne mal sa chemise. Il ne se retourne pas. Federico ne le suit pas. Il reste seul, dans la cuisine, le regard perdu dans la tasse froide, dans la fumée qui ne monte plus. Dehors, le quartier bouillonne. Les voisins se saluent. José répond d'un signe de tête, mais ne détourne pas le regard. Il ne cherche pas le contact. Il n'en a pas envie. Le boulanger lui lance un bonjour. José le remercie, mais ne répond pas. Il ne peut pas. Il n'a pas de mots dans la gorge. Seulement du vide. Il marche sans but. Le soleil lui brûle la peau, mais il ne le sent pas. Les voitures passent à côté de lui. Les gens rient, discutent, vivent. José observe. Il ne participe pas. Il n'appartient pas à ce monde. Le monde est un film muet dont il est le seul spectateur. Un spectateur qui n'a pas envie de regarder. Il arrive au coin du marché. L'odeur des fruits mûrs, de la viande rôtie, des épices anciennes l'envahit. Il respire profondément. Son estomac se noue, il n'a pas faim. Mais il achète une pomme. Il la paie sans regarder la monnaie. Il mord dedans. Le jus lui mouille le menton. Le goût est frais, sucré, réel. Pendant un instant, la vie est simple. Pendant un instant, il oublie. Mais l'instant passe. La pomme n'a plus aucun goût. Le fruit, comme la vérité, ne peut être dévoré. Un homme le reconnaît. C'est un vieil voisin. Il lui demande des nouvelles d'Adela. José reste muet. Le voisin insiste. José secoue la tête, s'éloigne, se perd dans la foule. Il ne veut pas mentir. Il ne peut pas dire la vérité. Il préfère le silence. Le silence est son refuge. Sur la place, des enfants jouent au ballon. Il rit, il crie. José observe. Il se souvient de son enfance. Il se souvient de Federico. Il se souvient des jours où ils étaient libres, où ils croyaient en l'avenir, où la vie n'était que cela. La vie. Maintenant, il sait que la vie est autre chose. C'est la survie. C'est la douleur. C'est le secret. Un chien errant s'approche de lui. Il renifle ses chaussures. José le caresse. Son pelage est sale, rêche, plein de puces. Le chien le regarde avec des yeux tristes, reconnaissants, humains. José lui donne le reste de sa pomme. Le chien la mange d'un seul coup. José s'accroupit. Le chien lui lèche la main. Pendant un instant, il ressent de la chaleur. Pendant un instant, il se sent accompagné. Mais l'instant passe. Le chien s'en va. José se retrouve seul, une fois de plus. Il marche jusqu'au bar du coin. Le local est presque vide. L'air sent la bière rance, le tabac vieux, la sueur. José s'assoit au comptoir. Le barman le regarde. Il ne pose pas de questions. Il ne juge pas. Il sert simplement un verre. José le boit d'un trait.
L'alcool brûle, mais ne calme pas. Le deuxième verre a un goût pire. Le troisième, meilleur. José boit en silence. Il ne cherche pas de réconfort. Il cherche l'oubli. Il cherche l'anesthésie. À côté, deux hommes discutent de football. Les voix montent, descendent, se mélangent. José n'écoute pas. Il s'en fiche. Il boit seulement. Il observe seulement. Il existe seulement. Le soleil avance. La chaleur augmente. José se lève. Il paie l'addition. Il sort dans la rue. La lumière l'éblouit. Il ferme les yeux. Pendant un instant, tout est blanc. Pendant un instant, il n'y a pas de douleur. Pendant un instant, le monde disparaît. Il rentre chez lui. Ses pas sont lents, lourds, sans hâte. Il n'a nulle part où aller. Il n'a personne à attendre. Seulement la Maison Bleue. Seulement Federico. Seulement le secret. Dans le porche, il s'arrête. Il respire profondément. L'air est chaud, vicié, sans oxygène. José hésite. Il ne veut pas entrer. Il ne veut pas sortir. Il ne sait pas quoi faire. Il reste immobile. Le temps s'arrête. Le monde tourne. José non. José entre dans la maison. L'air est dense, immobile, presque irrespirable. La porte se referme derrière lui. Le bruit est doux, familier, définitif. Federico est assis sur le canapé. Il ne le regarde pas. Ce n'est pas nécessaire. José s'assoit à côté de lui. Le silence est complice. Le silence est juge. L'après-midi avance. La lumière s'éteint. Personne n'allume la lampe. La pénombre est une bénédiction. La douleur est moins vive dans l'obscurité. La douleur est différente. José pense à écrire à quelqu'un. Une lettre. Un message. Une confession. Il ne sait pas à qui. Il ne sait pas pourquoi. Il prend une feuille de papier. La plume tremble entre ses doigts. Il écrit le nom d'Adela. Rien d'autre. Le nom. Seulement le nom. La feuille reste blanche, à l'exception de ces 5 lettres. José plie le papier. Il le range dans le même tiroir. Le secret est toujours là. Toujours là. Federico se lève. Il va aux toilettes. L'eau coule. Le bruit est monotone, hypnotique, futile. Federico se regarde dans le miroir embué. Il essaie de se souvenir du visage de sa mère. Le vrai. Celui qu'il n'a jamais connu. Celui dont il sait maintenant qu'il était celui d'une enfant violée, abandonnée, oubliée. Il se frotte les yeux. La vapeur de l'eau lui brûle la peau. Il ne pleure pas. Il ne peut pas. Les larmes se sont taries. Dans la cuisine, José réchauffe une vieille soupe. Le bouillon bouillonne. L'odeur d'oignon et d'ail emplit la pièce. C'est une fausse odeur, celle de la vie, de la normalité, du mensonge. La soupe n'a aucun goût. José la mange quand même. Federico la refuse. Il n'a pas faim. Il n'a pas envie. Il n'a rien. La télévision s'allume. Les actualités du monde. Conflits, tragédies, vies étrangères. Federico éteint l'appareil. C'est trop. C'est insupportable. La douleur du monde ne le fait pas se sentir mieux. Seulement plus seul. José sort sur la terrasse. L'air est frais, humide, prometteur. Les étoiles scintillent. La ville bouillonne au loin. José s'assoit sur une vieille chaise. Le bois craque. Le vent lui caresse le visage. Pendant un instant, il pense pouvoir respirer. Pendant un instant, la douleur s'éloigne. Pendant un instant, Adela est là, avec lui, dans la nuit, en silence. Pendant un instant, le téléphone sonne. C'est la fille de José. José répond. Il parle peu. Elle remarque sa voix rauque, sa tristesse, son absence. Elle ne pose pas de questions. Elle n'insiste pas. Elle sait que quelque chose ne va pas. Mais le secret est trop grand, trop sombre, trop réel. Elle raccroche. Le soulagement est minime. Le remords, infini.
José se sent seul, plus seul que jamais. Le secret l'isole, le tue à petit feu. Federico est dans la cuisine. Il boit l'eau du robinet. Le verre tremble dans sa main. Le goût du chlore le ramène à la réalité. La réalité, c'est cette maison, cette nuit, cette douleur. Federico pense à partir, à disparaître, à repartir de zéro. Mais il sait qu'il ne peut pas. Le passé le poursuit. Le secret le condamne. La nuit s'allonge. Le silence s'alourdit. José et Federico se croisent dans le couloir. Ils se regardent. Rien à dire? Rien à pardonner. Rien à oublier. Juste deux hommes, unis par le sang, séparés par la vérité. Juste deux victimes, condamnées à vivre avec le secret. La maison bleue délabrée reste une forteresse. Une forteresse de douleur, de silence, de souvenirs. La vérité ne disparaît pas. La vie non plus. Le matin arrive sans prévenir. José se lève avant l'aube. Son corps est plus lourd que jamais. Son âme aussi. Il s'habille lentement, avec les mêmes vêtements que d'habitude, les mêmes depuis des jours. Il ne se regarde pas dans le miroir. Il ne veut plus savoir à quoi il ressemble. Il s'en moque désormais. Federico est toujours au lit. Il ne dort pas. Il ne se repose pas. Il existe tout simplement. Il tient bon, tout simplement. Le temps passe. L'horloge marque les heures, mais le temps s'est arrêté. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'espoir. Seulement le présent, cru, nu, réel. José sort de la maison. Le quartier est calme. Le ciel est gris, lourd, indifférent. Il marche sans but. Les rues sont vides. Ses pas résonnent dans le silence. José ne sait pas où il va. Il s'en fiche. Il marche, c'est tout. Il respire, c'est tout. Il existe, c'est tout. Il arrive sur la place. Le même banc que d'habitude. Le même arbre, le même calme. Il s'assoit. Il ferme les yeux. Le vent lui caresse le visage. Pendant un instant, la douleur s'éloigne. Pendant un instant, Adela est là, avec lui, en silence. Pendant un instant, la vie est simple. Mais l'instant passe. La douleur revient. La vérité aussi. José ouvre les yeux. La place est pleine de monde. Ils rient, ils jouent, ils vivent. José les observe. Il ne les envie pas. Il se souvient simplement d'eux. Il les garde simplement en mémoire. Parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne veulent pas savoir. Il rentre chez lui. La porte grince. Federico est dans la cuisine. La table est mise. Le café est prêt. José s'assoit. Ils boivent en silence. Le café est froid. Le goût est amer. Comme la vie. Comme la vérité. Personne ne parle. Rien à dire. Rien à pardonner. Rien à oublier. Juste deux hommes, unis par le sang, séparés par la vérité. Juste deux victimes, condamnées à vivre avec le secret. La maison bleue délabrée reste une forteresse. Une forteresse de douleur, de silence, de souvenirs. La vérité ne disparaît pas, la vie non plus. Je m'appelle Matteo Del Val, et ceci est Réalité interdite. Je ne te demande pas d'oublier cette histoire. Je vous demande de vous en souvenir, de la garder en mémoire, de ne pas laisser la douleur des autres devenir votre propre indifférence, de ne pas laisser le système transformer les tragédies en formalités administratives, de ne pas oublier que derrière chaque porte se cache une histoire qui fait mal. Et parfois, elle fait tellement mal qu'elle ne tient même pas sur le papier. Rendez-vous dans le prochain épisode de Réalité interdite. Car la vérité, même interdite, finit toujours par se frayer un chemin.